Avant de passer à l'histoire d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire en bas et abonnez-vous à la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, cela serait vraiment très important. Les algorithmes de YouTube adorent ce genre de choses et cela permet de promouvoir mes vidéos auprès de nouveaux spectateurs qui pourraient également aimer ces histoires. J'apprécie vraiment chacun d'entre vous qui prend le temps de le faire. Cela signifie beaucoup pour moi et aide la chaîne à se développer. Bon, assez bavardé. Plongeons-nous dans l'histoire d'aujourd'hui. Les images des caméras de surveillance sont granuleuses, avec l'heure indiquée, le 28 août, 23h47. De nombreux écrans dans le centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne à Darmstadt affichent des images du Soleil, tandis que les techniciens travaillent fébrilement. À l'arrière-plan, on aperçoit le docteur Nathan Corrin. Il a les mains sur les tempes et regarde fixement l'écran qui montre quelque chose qui ne devrait pas exister. Sa tasse de café est oubliée. La vapeur ne s'élève plus à la surface, comme si le temps s'était arrêté à ce moment de la découverte. Des voix se font entendre à travers le son déformé. « Cela ne peut pas être vrai. Relancez-le. » Quelqu'un murmure. « Mon Dieu, aidez-nous tous. » L'enregistrement s'interrompt dans le noir. Mais avant cela, il parvient à capturer le visage de Corrin, à l'instant même où la compréhension de la réalité par l'homme s'effondre. Le docteur Nathan Corrin est assis devant la caméra 3 semaines plus tard. Sa transformation est effrayante. L'homme qui autrefois présentait avec assurance des exposés sur la physique solaire devant des auditoires bondés semble aujourd'hui hanté par des connaissances qu'il aimerait oublier. Son apparence habituellement impeccable est désormais négligée. Une barbe argentée recouvre sa mâchoire et ses yeux se tournent de temps en temps vers la fenêtre, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose apparaisse dans le ciel. Le héliophysicien de 42 ans s'adresse directement à la caméra d'une voix légèrement tremblante. Ce que je vais vous dire va changer tout ce que nous pensions savoir sur notre système solaire, sur notre place dans l'univers et sur la raison pour laquelle nous sommes réellement ici. Il y a 3 semaines, nous avons découvert quelque chose qui nous observait depuis plus longtemps que notre civilisation n'existe. Nous avons trouvé nos maîtres. Le 24 août, la matinée au centre de l'ESA à Darmstadt a commencé par un café et la routine habituelle. Corrin surveillait l'activité solaire à l'aide du vaisseau spatial Solar Orbiter depuis déjà 18 mois. Cela faisait partie de la tentative la plus ambitieuse de l'humanité pour comprendre les mystères de notre étoile. Il se souvient encore du goût de cette dernière tasse de café normale. Amère, un peu trop chaude, accompagnée du doux ronronnement des serveurs traitant les données habituelles provenant de la plateforme d'observation solaire la plus avancée jamais créée par l'humanité. Son travail était devenu une seconde nature, suivre les éruptions solaires, mesurer les fluctuations du champ magnétique, analyser les éjections de masse coronale. C'était une science prévisible qui avait défini sa carrière pendant 2 décennies, une routine confortable pour un homme qui croyait que l'univers recelait des mystères, mais pas d'horreur. La collaboration avec la NASA dans le cadre de recherches conjointes sur le Soleil a été particulièrement fructueuse. Le docteur Eliana Price, brillante astrophysicienne du Goddard Space Flight Center, a travaillé avec l'équipe de Corrin sur la cartographie coronale pendant la majeure partie de l'année. Leur relation professionnelle s'est transformée en une amitié sincère, fondée sur des vérifications nocturnes des données et une admiration commune pour l'étoile la plus proche de l'humanité. Price avait un rire qui remplissait la pièce et un esprit suffisamment vif pour remarquer des anomalies dans les ensembles de données que d'autres auraient mis des semaines à détecter. Je me souviens du moment précis où tout a changé, se souvient Corrin. Ses doigts,
tapotant nerveusement la table à un rythme qui ne ressemble à aucune musique terrestre. Il était 10h17 du matin. Price a appelé du Maryland et j'ai entendu dans sa voix quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Une incertitude mêlée à ce qui, je le comprends maintenant, était la première note de l'horreur qui allait engloutir toutes nos vies. Elle examinait les données nocturnes du Solar Orbiter lorsqu'elle remarqua une anomalie dans les relevés du point de Lagrange 1. La vidéo montre des images réelles du Solar Orbiter à côté de reconstructions informatiques qui ont pris des semaines à réaliser et ont coûté leur santé mentale à plusieurs techniciens. Price apparaît dans l'enregistrement vidéo, son comportement habituellement réservé s'est effondré comme de la glace sous la pression. Derrière elle, les tableaux blancs sont couverts de calculs qui deviennent de plus en plus chaotiques vers les bords, des équations mathématiques qui s'enroulent en spirale dans des tentatives désespérées de comprendre l'impossible. « Nathan », dit-elle dans cet appel enregistré, sa voix peinant à rester ferme. « Tu dois voir ça. L'objet est massif, le plus gros que nous ayons jamais rencontré, mais il est parfaitement immobile par rapport à la rotation du Soleil. J'ai lancé 17 diagnostics, convaincu que notre équipement était défectueux. J'ai même demandé à Jenkins de vérifier l'équipement à distance, mais les lectures sont cohérentes. Aussi impossible que cela puisse paraître, rien de naturel ne pourrait maintenir une telle position sans être déchiré par la gravité solaire. Rien de naturel ne pourrait être aussi énorme et passer inaperçu. Rien de naturel ne pourrait être aussi parfaitement conçu. Ce qui rendait la découverte de Price encore plus inquiétante, c'était ses implications pour tout ce qu'il pensait savoir sur l'observation du Soleil. La position du point de Lagrange 1, à environ 900 000 miles de la Terre en direction du Soleil, devait être un espace vide, surveillé en permanence par de nombreuses agences. C'était l'un des 5 points d'équilibre gravitationnel où les forces gravitationnelles combinées de la Terre et du Soleil créent des places de stationnement stables pour les engins spatiaux. L'observatoire solaire et héliosphérique s'y trouvait depuis des décennies, sans avoir détecté quoi que ce soit de plus gros que des débris spatiaux. Le docteur Pavel Ilitch s'est joint à l'enquête pendant quelques heures, se connectant à distance depuis l'Institut de mathématiques appliquées de Moscou. Ce spécialiste russe de la mécanique orbitale était connu dans toute la communauté scientifique pour sa capacité à calculer des trajectoires qui semblaient impossibles aux autres scientifiques. Un homme qui rêvait de mécanique orbitale et se réveillait avec des solutions à des problèmes sur lesquels la NASA se creusait la tête depuis des décennies. Son analyse préliminaire de la position et de la masse apparente de l'objet a provoqué une onde de choc parmi le petit groupe de chercheurs désormais au courant de la découverte. Lorsque Pavel m'a envoyé ses premiers calculs, j'ai pensé qu'il y avait une erreur de conversion dans le système automatisé. Avoue Corin, les mains tremblantes, lorsqu'il se souvient avoir ouvert cet email. L'objet mesurait plus de 2000 miles de long et environ 400 miles de large, à son point le plus épais. Pour vous donner une idée, c'est plus que tout l'État du Delaware, suspendu dans l'espace avec une stabilité parfaite derrière notre Soleil. Mais ce qui nous a vraiment inquiétés, ce n'est pas seulement sa taille, mais la qualité de sa fabrication. Cette chose avait des contours lisses et délibérés qui criaient dans son origine artificielle. Ce n'était pas un astéroïde ou une comète errant dans notre système. Elle avait été conçue par une intelligence qui faisait passer la technologie humaine pour des outils en pierre. La surface de l'objet présentait une propriété particulière qui remettait en question la compréhension traditionnelle de la science des matériaux. Une analyse spectroscopique préliminaire a montré qu'il était composé de métaux, mais de métaux disposés dans des structures cristallines qui ne devraient pas exister selon les lois connues de la physique. Le corps semblait être une surface continue,
sans joint, raccord ou aucune structure modulaire, caractéristique même des vaisseaux spatiaux les plus avancés de l'humanité. Il semblait que toute la structure avait été cultivée plutôt que construite, formée par des technologies qui traitaient de la matière comme de l'argile. Le 26 août, la salle de briefing sécurisée du siège de l'ESA semblait différente ce matin-là, chargée de l'électricité d'une révélation imminente. Corinne avait assisté à des centaines de réunions dans cette même salle au cours de sa carrière, mais jamais avec un tel niveau de sécurité. Pendant la nuit, des brouilleurs de téléphonie mobile avaient été installés, créant une zone morte de silence qui semblait artificielle dans le monde connecté d'aujourd'hui. Les gardes supplémentaires, postés à chaque entrée, étaient armés et avaient l'air de savoir plus qu'ils n'étaient autorisés à en dire. Chaque participant devait remettre tous ses appareils électroniques avant d'entrer. Leurs téléphones et tablettes étaient enfermés dans des boîtes métalliques qui ressemblaient davantage à des cercueils qu'à des conteneurs de stockage. Le commandant Arjun Seth de l'Organisation indienne de recherche spatiale est arrivé le premier. Son attitude habituellement chaleureuse avait fait place à un professionnalisme sombre qui l'avait vieilli de 10 ans en une nuit. Le docteur Rebecca Martinez, du réseau de communication spatiale longue distance de la NASA, l'a suivie, transportant des disques durs cryptés qu'elle n'a jamais quittés des yeux et qui ont nécessité une escorte armée depuis Langley. En l'espace d'une heure, des représentants des agences spatiales du monde entier se sont réunis pour ce qui allait être qualifié plus tard de briefing scientifique le plus important de l'histoire de l'humanité, et peut-être la dernière discussion libre que l'humanité aurait sur son propre destin. Au moment où nous avons commencé à comparer les données, l'ampleur de ce à quoi nous étions confrontés est devenue effrayante, explique Setki dans des messages d'archives extraits de ses dossiers personnels. Ce n'était pas un visiteur récent qui s'était égaré dans notre système solaire. L'analyse des données historiques d'observation du Soleil, remontant à 15 ans, a révélé de subtiles perturbations gravitationnelles que nous avions auparavant attribuées à des erreurs de mesure ou à la dérive des équipements. L'objet était là depuis tout ce temps, caché dans la lumière du soleil, tel un prédateur tapi dans les hautes herbes. Nous ne regardions tout simplement pas au bon endroit, ou peut-être ne nous avait-on pas permis de le voir jusqu'à présent. Des capacités de visualisation avancées, combinant les ressources de plusieurs agences spatiales et d'une série de satellites militaires qui n'existaient pas officiellement, ont révélé des détails qui remettaient en question toutes les hypothèses sur ce mystérieux vaisseau. La surface de la coque absorbait presque tout le rayonnement solaire incident, la faisant apparaître comme un vide absolu sur le fond brillant de la couronne solaire. Ce n'était pas simplement du métal de couleur sombre, c'était un matériau qui semblait dévorer la lumière elle-même, comme si les photons cessaient d'exister au contact de sa surface. Le long du côté droit de l'objet, des ouvertures massives avaient été découpées avec une précision chirurgicale. Il ne s'agissait pas d'ouvertures aléatoires, mais de structures soigneusement conçues, chacune de la taille d'un quartier urbain, disposées selon des motifs géométriques qu'il était douloureux de contempler trop longtemps. Des images haute résolution ont montré que ces ouvertures pouvaient tourner indépendamment les unes des autres à la manière d'énormes réseaux de télescopes ou de systèmes d'armement destinés à viser des objets à des distances interstellaires. Leur configuration actuelle suggérait qu'elles étaient orientées à l'opposé de la Terre, mais la précision mécanique de leur mouvement impliquait qu'elles pouvaient être redirigées vers n'importe quelle cible avec une efficacité redoutable. Les espaces intérieurs visibles à travers ces ouvertures défiaient la compréhension humaine de leur échelle et de leur objectif. Les chambres, suffisamment grandes pour contenir des métropoles entières, s'étendaient dans l'obscurité,
hors de portée de tout système de visualisation basé sur Terre. L'architecture à l'intérieur de ces chambres suivait des principes géométriques qui semblaient avoir été conçus pour des esprits traitant l'espace et la dimension différemment de la conscience humaine. Certaines sections présentaient des motifs ressemblant à d'immenses bibliothèques ou centres de stockage de données, avec des structures pouvant contenir les connaissances accumulées de civilisations galactiques entières. Nous avons commencé à développer notre propre terminologie pour les différentes sections du vaisseau, admet le docteur Martinez, dont la voix est à peine audible dans les fichiers audio restaurés. Observatoire pour les ouvertures rotatives. Cathédrale pour la chambre centrale massive qui semblait pulser de sa propre lumière interne. Galerie pour ce qui ressemblait à des couloirs infinis reliant les chambres, dont nous ne pouvions même pas deviner la fonction. Cela nous aidait à conserver une certaine objectivité scientifique, alors que tout ce que nous voyions remettait en question notre compréhension de ce qui était possible dans cet univers. Le 30 août, la percée du docteur Illich s'est produite lors de ce qui devait être une surveillance de routine du rayonnement de fond, à partir des récepteurs les plus sensibles du réseau de communication spatiale longue distance. Le mathématicien russe travaillait 18 heures par jour, alimenté par un mélange de caféine, de détermination et de crainte croissante face à ce qu'ils avaient de découvert. Sa découverte de transmission radio, structurée, provenant de l'objet, a marqué le moment où la situation est passée de mystérieuse à activement effrayante. Les transmissions utilisaient une fréquence hydrogène de 21 cm, explique Illich via un canal de communication sécurisé. Son anglais est teinté d'un fort accent, mais précis. Chaque mot est soigneusement choisi par un homme qui comprend que ses conclusions pourraient être la première et dernière communication de l'humanité avec une intelligence extraterrestre. C'est la longueur d'onde que les scientifiques ont théorisée pendant des décennies comme étant le choix le plus logique pour les communications interstellaires. Universelle, pénétrante et difficilement confondable avec des phénomènes naturels. Mais il ne s'agissait pas de signaux aléatoires ou de simples preuves mathématiques d'intelligence. Il suivait des schémas délibérés qui suggéraient que l'expéditeur comprenait non seulement les mathématiques, mais aussi la position exacte de la Terre, la mécanique orbitale et même nos capacités technologiques. Ce qui rendait ces transmissions encore plus inquiétantes, c'était leur intensité croissante et leur complexité grandissante. À mesure que l'orbite de la Terre amenait la planète à un meilleur alignement avec le vaisseau caché, chaque signal devenait plus fort et incluait de nouveaux éléments, suggérant une adaptation en temps réel. L'analyse a montré que les transmissions étaient continuellement ajustées et modifiées en fonction de la position exacte de la Terre et de la mécanique orbitale, avec une précision nécessitant une puissance de calcul dépassant l'imagination humaine. Le contenu des transmissions restait dans un premier temps largement indéchiffrable, mais leur structure suggérait un compte à rebours ou une séquence d'instructions menant à un événement spécifique. Le docteur Illich a identifié des éléments répétitifs qui apparaissaient à intervalles réguliers, comme des repères temporels ou des marqueurs de phase dans une sorte de protocole spatial. Quel que soit le message transmis, il conduisait à quelque chose qui devait se produire lorsque la Terre atteindrait une certaine position dans son orbite autour du Soleil. Le timing n'était pas aléatoire, explique Corin, sa voix se réduisant presque à un murmure, comme si parler trop fort pouvait attirer une attention indésirable. Les détransmissions s'intensifiaient précisément lorsque la Terre se déplaçait vers des positions qui optimisaient la réception. Il ne s'agissait pas simplement de quelque chose qui essayait de communiquer avec nous. Cela savait exactement où nous étions, où nous allions être et quand nous allions écouter.
Un tel niveau de prédiction supposait une observation couvrant non seulement des décennies, mais des siècles, voire des millénaires. Nous n'avons pas découvert quelque chose de nouveau. Nous avons enfin remarqué quelque chose qui nous observait avant même le début de la civilisation humaine. Le sommeil est devenu impossible pour un nombre croissant de scientifiques informés de la situation. La pression psychologique liée au fait de garder secrète une découverte aussi monumentale, tout en essayant d'en comprendre les implications, a créé une atmosphère de panique à peine contrôlable parmi les groupes de recherche. Plusieurs membres de l'équipe ont rapporté des cauchemars similaires, d'immenses couloirs et le sentiment d'être observés par une intelligence qui reste juste au-delà du seuil de la perception. Le 2 septembre, les images thermiques ont révélé les véritables propriétés de l'objet et la technologie qui l'avait créé. Les relevés de température du corps ne ressemblaient à rien de ce que la science terrestre avait connu auparavant, enfreignant les lois fondamentales de la thermodynamique qui régissaient parmi la compréhension humaine de la physique depuis des siècles. Au lieu d'absorber la chaleur solaire comme n'importe quel objet normal, la surface semblait être plusieurs degrés plus froide que le fond micro-ondes spatial de l'espace profond, comme si elle se refroidissait activement ou extrayait l'énergie thermique de son environnement à des fins inconnues. Le profil thermique n'avait aucun sens selon notre compréhension de la physique, explique le Dr Price dans sa dernière interview, enregistrée avant la coupure de la communication, les mains tremblantes, tandis qu'elle examine les données qui remettent en question tout ce qu'elle a appris en 2 décennies d'astrophysique. Un objet de cette taille, situé si près du Soleil, devrait émettre une quantité énorme de chaleur. Au lieu de cela, il semblait agir comme un dissipateur thermique massif, absorbant l'énergie thermique de l'espace environnant et la transformant ou la conservant d'une manière ou d'une autre. Les implications étaient stupéfiantes. Cela supposait l'existence d'une technologie capable de manipuler les lois fondamentales de la thermodynamique, réécrivant en fait les règles de la physique dans son domaine d'opération. La cartographie interne a révélé des caractéristiques architecturales qui défiaient donc la compréhension humaine de l'échelle, du but et de la nature même d'un dessin intelligent. Les chambres massives, visibles à travers les ouvertures, étaient disposées selon des motifs rappelant des villes ou des complexes industriels, mais conçues pour des habitants dont la taille, la physiologie et l'architecture mentale étaient inconnues. La géométrie de ces espaces semblait suivre des principes mathématiques que l'esprit humain pouvait à peine saisir, créant des illusions d'optique qui donnaient le vertige et désorientaient les observateurs. Les réseaux de couloirs s'étendaient sur des centaines de kilomètres à l'intérieur du vaisseau, reliant des chambres qui servaient à des fins dépassant l'entendement humain actuel. Certains passages semblaient s'enrouler en spirale à travers des dimensions qui ne devraient même pas exister dans les limites extérieures du vaisseau, suggérant l'utilisation d'une technologie de repliement de l'espace ou de manipulation de la géométrie locale de l'espace-temps. Les couloirs eux-mêmes pulsaient de faibles motifs bioluminescents, rappelant des réseaux neuronaux ou des systèmes de transmission de données fonctionnant à l'échelle planétaire. Certaines sections semblaient être des installations de production avec des motifs géométriques suggérant des chaînes de montage ou des centres de traitement destinés à travailler avec des matériaux à une échelle qui éclipsait tout le potentiel industriel de la Terre. Les mécanismes visibles dans ces zones se déplaçaient avec une précision fluide, suggérant des systèmes d'automatisation qui fonctionnaient en continu pendant des périodes pouvant couvrir des aires géologiques. D'autres zones ressemblaient à d'immenses bibliothèques ou centres de stockage de données, avec des structures pouvant contenir les connaissances accumulées, les modèles génétiques et les informations culturelles de civilisations galactiques entières. Les systèmes de stockage
semblait être organisée selon un système de catalogage universel, avec des sections consacrées à différents types d'informations: échantillons biologiques, artefacts technologiques, archives culturelles et ce qui semblait être des modèles de conscience ou des souvenirs stockés dans des matrices cristallines. Nous avons commencé à l'appeler l'Arche. À vous, Corin, la voix lourde du poids d'une compréhension qu'aucun homme ne devrait avoir à porter. Pas officiellement, mais entre nous, quand nous pensions que personne n'écoutait. Son ampleur et sa destination le suggéraient. Ce n'était pas simplement un vaisseau spatial, mais un entrepôt mobile conçu pour collecter, stocker et transporter l'essence de mondes entiers à travers les distances interstellaires. La question qui nous empêchait de dormir la nuit, alors que nous fixions le plafond en nous demandant si nous étions surveillés, même dans nos propres maisons, était simple, mais terrifiante. Qui avait construit quelque chose d'aussi gigantesque? Depuis combien de temps collectait-il des échantillons provenant de mondes tels que la Terre? Et pourquoi se révélait-il à nous maintenant? Le 5 septembre, la réaction internationale fut rapide, coordonnée et plus globale que n'importe quelle dissimulation d'informations dans l'histoire de l'humanité. Les agences gouvernementales du monde entier ont imposé des restrictions sur les communications sous le nom officiel de Protocol Alpha de tempête solaire, une couverture légendaire qui expliquait les mesures de sécurité renforcées par les craintes d'une éjection de masse coronale imminente, celle-ci pouvant prétendument endommager les infrastructures mondiales de communication et menacer les réseaux satellitaires indispensables à la civilisation moderne. Les astronomes amateurs ont reçu la visite de représentants des autorités, polis mais fermes, qui sont arrivés dans des voitures banalisées et ont présenté des cartes d'identité impossibles à vérifier par les voies habituelles. Ces visiteurs ont demandé aux amateurs d'orienter leurs télescopes vers d'autres parties du ciel, leur offrant une généreuse compensation pour leur travail de consultation sur des projets non spécifiés qui occuperaient leur temps et les obligeraient à détourner leur équipement du Soleil. Les observatoires de professionnels ont reçu de nouveaux financements pour des projets de recherche prioritaires qui ont commodément réorienté leurs instruments les plus puissants vers l'étude de galaxies lointaines et de phénomènes spatiaux à des années-lumière de la Terre. La dissimulation était totale, mais pas parfaite, laissant apparaître des failles qui laissaient supposer que la situation échappait même au contrôle des gouvernements. Le docteur Carlos Mendoza, astronome amateur qui dirige un observatoire modeste mais sophistiqué dans le désert d'Atacama au Chili, a filmé des images qui ont brièvement ébranlé le mur de secret entourant la découverte. Lors d'une éclipse solaire visible depuis l'Amérique du Sud, son équipement a enregistré un arc sombre, là où il n'aurait pas dû se trouver, selon les prévisions astronomiques calculées pour les décennies à venir. J'ai tout de suite compris que je voyais quelque chose qui ne devrait pas exister dans notre compréhension du système solaire, explique Mendoza dans des enregistrements audio restaurés, trouvés dans son observatoire abandonné. La trajectoire de l'éclipse avait été calculée avec une précision mathématique pour les décennies à venir, vérifiée par des observatoires du monde entier. Il ne devait y avoir rien qui puisse projeter une telle ombre, aucun objet suffisamment grand et situé avec suffisamment de précision pour créer cet arc géométrique. Mais elle était là, une ombre parfaite qui est apparue et a disparu en parfaite synchronisation avec le moment de l'éclipse, comme si quelque chose d'énorme utilisait l'éclipse comme camouflage. Pendant un bref moment, les images de Mendoza sont apparues sur les réseaux sociaux pendant exactement 47 minutes, avant d'être systématiquement supprimées par des systèmes automatisés fonctionnant avec une efficacité qui dépassait le cadre de la modération habituelle du contenu. Cependant, ces 47 minutes
ont suffi pour que la vidéo soit téléchargée, copiée et diffusée sur des forums astronomiques peu connus, des réseaux de conspirationnistes et des systèmes de partage de fichiers fonctionnant en dehors de l'infrastructure Internet principale. Des versions améliorées ont commencé à apparaître en quelques heures. Des analystes amateurs ont utilisé des logiciels de traitement d'images pour révéler des détails que les astronomes professionnels n'étaient pas autorisés à discuter publiquement. C'est précisément pendant cette période d'attention accrue et de fuite croissante que le Dr Corey a commencé à recevoir des messages du Dr Elena Webb, une scientifique à la retraite du projet SETI, qui a passé 40 ans à développer les fondements théoriques d'un tel scénario. Webb a publié des travaux dans les années 1980, suggérant que les civilisations avancées pourraient utiliser l'écorce stellaire comme camouflage pour des postes d'observation à long terme, cachant des structures massives dans les ombres gravitationnelles des étoiles, où elles pourraient s'y surveiller les mondes en développement sans être détectées. Les messages du Dr Webb ont d'abord été rejetés comme les théories d'un scientifique âgé cherchant à se rendre utile pendant sa retraite. Corey s'en souvient avec regret, regrettant d'avoir rejeté des idées qui se sont avérées effrayantes de précision. Mais ses prédictions sur la mécanique orbitale de l'objet, son utilisation de la gravité solaire pour se dissimuler et son intérêt évident pour le développement technologique de la Terre se sont révélés exacts dans les moindres détails. Elle a attendu pendant des décennies la confirmation de ses théories, élaborant des modèles mathématiques sur le fonctionnement de ses postes d'observation. Et maintenant, elle voyait l'œuvre de toute sa vie se dérouler en temps réel, avec toutes les conséquences terrifiantes qu'elle redoutait. Les recherches de Webb suggéraient que toute civilisation capable de voyages interstellaires serait susceptible de créer des postes d'observation à proximité des mondes en développement, utilisant l'écorce stellaire de locaux pour se dissimuler et s'alimenter en énergie, tout en maintenant la surveillance du développement de la planète à l'échelle des temps évolutifs. Des calculs indiquaient qu'un tel poste d'observation pourrait rester caché derrière le Soleil de la Terre pendant des millions d'années, permettant une observation parfaite du développement de la planète et enregistrant chaque étape de l'évolution biologique et du progrès culturel. Le 8 septembre, malgré leur ampleur et leur coordination sans précédent, les mesures de confidentialité n'ont pas pu empêcher la divulgation de preuves de plus en plus nombreuses de l'influence du vaisseau sur la biosphère terrestre et les systèmes fondamentaux qui soutiennent la vie sur la planète. Les stations de surveillance en eau profonde, gérées par la NOAA et les instituts océanographiques internationaux, ont détecté des vibrations à très basse fréquence qui correspondaient aux signatures des transmissions provenant de l'objet caché. Les modèles de résonance suggéraient que le vaisseau utilisait les océans de la Terre comme un système d'amplification massif, transformant l'eau de la planète en un ensemble de haut-parleurs permettant une communication capable de couvrir des distances interstellaires et d'atteindre des récepteurs dans toute la galaxie. Le Dr James Crawford, biologiste marin, travaillant à l'Institut océanographique Scripps, a été le premier à remarquer les effets biologiques lors d'une observation de routine des routes migratoires des baleines dans l'océan Pacifique. Ces observations deviendront plus tard la première preuve documentée de la capacité du vaisseau à influencer la vie sur Terre par des moyens qui dépassaient de l'entendement humain. Les baleines ont commencé à modifier leur route migratoire du jour au lendemain, explique Crawford dans des notes de recherche archivées qui ont ensuite été classées confidentielles au plus haut niveau gouvernemental. Les baleines, qui suivaient dans les mêmes routes depuis des milliers d'années, guidées par des systèmes de navigation magnétique perfectionnés au cours de millions d'années d'évolution,
ont soudainement changé de cap. Leurs chants sont devenus désordonnés et inquiétants, incluant de nouvelles vocalisations qui ne ressemblaient à rien dans nos bases de données. Des harmoniques complexes qui semblaient presque répondre à des signaux inaudibles provenant de l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Le phénomène ne s'est pas limité à la vie marine. Les oiseaux migrateurs de plusieurs continents ont dévié des routes établies par des millions d'années de programmation évolutive. Leurs boussoles internes semblaient saturées par des signaux qui interféraient avec les systèmes de navigation magnétique affinés par la sélection naturelle au cours des ères géologiques. Des volées teintes de sternes polaires ont interrompu leurs vols épiques d'un pôle à l'autre en plein vol, se rassemblant plutôt en grand nombre à des coordonnées géographiques spécifiques qui correspondaient au point de réception optimal des transmissions du vaisseau. Le plus inquiétant était l'impact sur les petits animaux dotés de systèmes de navigation magnétique très développés. Des colonies d'abeilles ont quitté en masse leurs ruches sur plusieurs continents, laissant derrière elles des structures intactes sans raison apparente. Les ruches abandonnées contenaient des réserves complètes de miel et de larves saines, ce qui laisse supposer que le départ a été soudain, urgent et motivé par une peur instinctive, plutôt que par l'effet progressif d'une maladie ou d'un stress environnemental. Les animaux ont réagi à quelque chose que nous n'avons pas pu détecter avec nos instruments, poursuit Crawford, sa voix devenant de plus en plus tendue lorsqu'il décrit des observations qui remettent en question tout ce qu'il savait sur le comportement animal. Leurs systèmes de navigation magnétique qui se sont développés pendant des millions d'années pour détecter le champ magnétique naturel de la Terre étaient ionosaturés de signaux suggérant une intelligence et une intention bien au-delà de tout ce qui existe sur cette planète. Ils n'étaient pas simplement désorientés, ils fuyaient de quelque chose qui les terrifiait à un niveau instinctif, au-delà de leur comportement acquis. Les stations sismiques de surveillance ont détecté des schémas inhabituels d'activité tectonique qui correspondaient exactement au calendrier des transmissions du vaisseau. Des micro-séismes ont commencé à se produire selon des motifs géométriques qui formaient des figures reconnaissables lorsqu'ils étaient reportés sur des cartes mondiales. Des spirales, des cercles concentriques et des fractales complexes qui suggéraient que les systèmes géologiques de la planète étaient manipulés ou testés. La Terre elle-même semblait résonner en réponse aux signaux provenant de l'objet caché, comme si le noyau de la planète était utilisé comme partie intégrante d'un immense réseau de communication couvrant le système solaire. Le 12 septembre, la décision de lancer une enquête directe a nécessité l'approbation au plus haut niveau des gouvernements de plusieurs pays, donnant lieu à des discussions dans des salles sécurisées où des décisions affectant l'avenir de la civilisation humaine ont été prises par des personnes dont les noms n'apparaîtront jamais dans les archives publiques. La sonde, baptisée Helios Sentinel, était le vaisseau spatial le plus avancé jamais construit pour observer le Soleil, intégrant des technologies qui étaient théoriques jusqu'à ce que la découverte rende leur déploiement critique pour la survie de l'humanité. Construite dans le plus grand secret en seulement 2 semaines sur un site qui n'existait pas officiellement, la sonde comprenait des systèmes expérimentaux repoussant les limites des capacités techniques de l'homme. Le processus de construction a nécessité le recrutement de personnel provenant de projets secrets à travers le monde. Les ingénieurs et les scientifiques qui travaillaient 24 heures sur 24 savaient qu'ils construisaient le premier contact délibéré de l'humanité avec une intelligence extérieure à la Terre. Le lancement depuis la Guyane française a eu lieu pendant une coupure médiatique soigneusement orchestrée, qui comprenait la redirection de la couverture satellite, le choix d'un moment où le trafic aérien était minimal
et la diversion des observateurs amateurs par une pluie de météorites artificielles qui détournaient l'attention de la fenêtre de lancement. Les registres officiels ont présenté la mission comme un déploiement de routine d'un satellite destiné à améliorer la surveillance météorologique, avec une documentation qui aurait satisfait à un contrôle aléatoire, dissimulant la véritable destination et l'objectif de la sonde. Le Dr Corrin et le Dr Price ont suivi la mission depuis des installations sécurisées distinctes, reliées par des communications cryptées qui étaient mises à jour toutes les quelques minutes, afin d'empêcher toute interception par les services de renseignement étrangers ou par un nombre croissant d'amateurs enquêteurs qui commençaient à soupçonner que l'on cachait quelque chose d'extraordinaire au public. Le voyage de la sonde vers Vénus s'est déroulé sans encombre, tous les systèmes fonctionnant dans les limites normales, malgré le caractère expérimental de la plupart de ces technologies. Le déploiement des panneaux solaires, les systèmes de navigation et les réseaux de communication ont tous fonctionné exactement comme prévu, donnant aux contrôleurs de mission le faux sentiment qu'ils avaient affaire à une technologie familière et à une physique prévisible. La phase d'approche de la sonde a duré 6 jours, se souvient Price, les mains tremblantes, tandis qu'elle consulte les données télémétriques archivées qui ont enregistré la première approche délibérée de l'humanité vers une intelligence extraterrestre. Tout était normal jusqu'à ce qu'ils franchissent ce que nous considérons aujourd'hui comme une sorte de périmètre de détection, à environ 50 000 km du corps de l'objet. À partir du moment où il a franchi cette frontière invisible, tout a changé, et il est devenu évident que nous n'avions plus affaire à une observation passive, mais à des systèmes de défense actifs. La réaction du vaisseau à l'approche de la sonde a été instantanée, décisive, et a démontré des capacités technologiques qui ont rendu les technologies spatiales humaines obsolètes en comparaison. Les émissions énergétiques, qui étaient l'année restées constantes pendant des semaines, ont soudainement atteint des niveaux qui ont saturé les équipements de surveillance dans tout le système solaire et créé des interférences électromagnétiques visibles par les radiotélescopes sur Terre. Les ouvertures rotatives, qui étaient orientées à l'opposé de la Terre, ont commencé à bouger pour la première fois depuis le début des observations, suivant l'approche de la sonde, avec une précision mécanique qui suggérait l'activation de systèmes de protection automatisés. La dernière transmission a duré exactement 4 secondes et 7 dixièmes, poursuit Price, la voix à peine audible lorsqu'elle se remémore le moment qui a bouleversé tout ce que l'humanité pensait savoir sur sa place dans l'univers. Une seule image claire et haute résolution qui en a révélé plus sur l'intérieur du vaisseau que des semaines d'observation extérieure, suivies d'un silence complet. La sonde n'a pas simplement cessé d'émettre, elle a tout simplement cessé d'exister, comme si elle avait été effacée de la réalité elle-même. L'image transmise dans ces dernières secondes entre à tous ceux qui l'ont vue, gravée dans leur mémoire avec une clarté qui suggère que le vaisseau voulait que son intérieur soit vu et compris. Une arche métallique massive remplissait le cadre, s'étendant au-delà du champ de vision de la sonde et composée de matériaux qui reflétaient la lumière de telle sorte que les yeux humains avaient mal à la regarder. À l'intérieur même de cette arche, disposée avec une précision géométrique parfaite, témoignant d'une intelligence dépassant l'entendement humain, se trouvaient des milliers de structures en forme de capsules. Chaque capsule avait à peu près la taille d'un petit bâtiment et était reliée aux autres par un réseau de canaux qui pulsaient d'une lumière bioluminescente, formant des motifs rappelant des réseaux neuronaux ou des systèmes sanguins. Les capsules semblaient endormies, mais leur conception suggérait qu'elles étaient dans des conteneurs destinés à préserver quelque chose de précieux à travers les distances interstellaires et les échelles de temps géologiques.
Les hublots d'observation le long de la surface de chaque capsule reflétaient dans les lumières de la sonde avec une régularité inquiétante, laissant supposer que les échantillons étaient occupés, qu'ils restaient vivants, mais en état d'hibernation. Les implications étaient stupéfiantes et immédiates. Quelle que soit la destination des capsules, elles étaient suffisamment nombreuses pour contenir des représentants de mondes entiers. Des échantillons préservés provenant de milliers de biosphères différentes ou la diversité biologique accumulée de toute une galaxie. Le vaisseau n'était pas simplement un navire, c'était une arche mobile, transportant l'essence d'innombrables civilisations à travers l'espace. Le 14 septembre. Dans les jours qui ont suivi la destruction de la sonde, les effets psychologiques sur le groupe de recherche sont devenus impossibles à ignorer ou à expliquer par la compréhension traditionnelle de la conscience humaine. Le docteur Lisa Park, de l'Observatoire d'Atacama, a été la première à signaler les rêves, des cauchemars vifs et récurrents qui ressemblaient davantage à des souvenirs qu'à des images subconscientes. Des expériences qui semblaient provenir de quelque part en dehors de son propre esprit. Les rêves étaient identiques chez de nombreux sujets qui n'avaient aucun contact entre eux, explique le docteur Amanda Foster, psychologue chargée d'évaluer la santé mentale de l'équipe et de déterminer si le stress lié à la découverte provoquait des hallucinations collectives. Des couloirs infinis éclairés par des soleils artificiels qui ne projetaient aucune ombre, le sentiment d'être observé par un esprit qui restait juste au-delà de la limite de la perception, et un sentiment écrasant de reconnaissance, comme s'ils se souvenaient d'endroits où ils avaient déjà été d'une manière ou d'une autre. Des expériences appartenant à une vie étrangère. Le docteur Emmanuel Dubois, de l'Observatoire de Paris, a décrit une promenade dans d'immenses salles remplies d'échantillons provenant de milliers de mondes différents, chacun conservé dans des conteneurs cristallins qui maintiennent des conditions environnementales idéales pendant des voyages interstellaires durant des millions d'années. Les échantillons n'étaient pas de simples échantillons biologiques, mais des représentations complètes d'écosystèmes, des arbres qui poussaient en spirales impossibles, des créatures qui défiaient toute classification biologique et des technologies qui semblaient mélanger des éléments organiques et mécaniques en un tout homogène. 3 techniciens, issus d'institutions différentes, séparés par des milliers de kilomètres et ne s'étant jamais rencontrés en personne, ont rapporté des expériences identiques. Ils ont été guidés à travers ce qui ressemblait à un musée des civilisations. Chaque exposition contenait des artefacts, des échantillons biologiques et des archives historiques provenant de différents mondes, à différents stades de développement. Le musée était organisé de manière chronologique, montrant l'évolution de l'intelligence à travers la galaxie sur des périodes couvrant des milliards d'années. L'aspect le plus troublant n'était pas le contenu des rêves, mais leur cohérence et leur niveau de détail, dont les sujets se souvenaient après leur réveil. Poursuit Foster, dont le calme professionnel se fissure lorsqu'elle décrit des phénomènes qui remettent en question tout ce qu'elle savait de la psychologie humaine. Ces personnes n'avaient aucun contact entre elles, travaillaient dans des institutions différentes sur plusieurs continents et avaient des niveaux de connaissances variables sur cette découverte classée secret défense. Pourtant, leurs descriptions coïncidaient avec une précision photographique, jusqu'aux détails architecturaux, à la disposition des échantillons et même à l'atmosphère émotionnelle des espaces qu'elle décrivait. Les rêves ne se limitaient pas au personnel scientifique directement impliqué dans la découverte. Les membres des familles des chercheurs ont commencé à avoir des visions similaires, malgré leur ignorance du projet secret ou de la participation de leurs proches au premier contact de l'humanité avec une intelligence extraterrestre. Les enfants dessinaient des images d'immenses couloirs et de structures géométriques
qu'ils n'avaient jamais vues, utilisant des techniques artistiques dépassant leur capacité normale pour représenter des espaces architecturaux obéissant à des principes de conception non humains. Les conjoints des membres de l'équipe ont rapporté des rêves dans lesquels ils étaient examinés par des entités qui semblaient anciennes et intelligentes. Ils subissaient des procédures qui semblaient avoir été conçues pour cataloguer et préserver la conscience humaine, plutôt que pour lui nuire. Ces rêves d'examen comprenaient des procédures médicales détaillées utilisant des technologies dépassant l'entendement humain, suggérant que les rêveurs revivaient les souvenirs d'autres personnes ayant subi des processus similaires dans le passé. La privation de sommeil est devenue une épidémie parmi les groupes de recherche, car les gens ont commencé à rester éveillés pour éviter les rêves qui leur donnaient l'impression que leur conscience avait été transférée sur un vaisseau caché, tandis que leur corps restait sur Terre. Ceux qui dormaient quand même se réveillaient souvent avec le sentiment inébranlable qu'ils étaient ailleurs, qu'une partie de leur conscience avait été empruntée par un esprit qui voulait leur faire comprendre ce qui allait arriver. Le 16 septembre, la percée du docteur Illich dans le décryptage des transmissions du vaisseau s'est produite après 72 heures d'analyse ininterrompue, soutenue par la caféine, la détermination et la certitude croissante que la survie de l'humanité pouvait dépendre de la compréhension de ce que l'intelligence cachée essayait de communiquer. Son succès dans le décryptage de certaines parties de la transmission s'avérera à la fois la plus grande réussite scientifique de l'humanité et sa plus terrifiante révélation. Les structures mathématiques intégrées dans les signaux n'étaient ni aléatoires ni expérimentales, explique Illich, les yeux rougis par l'épuisement et la tension, les mains tremblantes à cause d'une trop grande quantité de caféine et d'un manque de sommeil. Elle formait une séquence de comptes à rebours dans un système de numération qui précédait de plusieurs milliers d'années tout développement connu des mathématiques humaines. Nous n'avions pas affaire à une civilisation qui venait d'accéder aux voyages spatiaux ou qui avait découvert les mathématiques de manière indépendante. Nous étions en présence d'une civilisation qui utilisait des structures mathématiques avancées avant même l'invention de l'écriture humaine, peut-être même avant l'évolution de notre espèce. Le compte à rebours ne menait pas à zéro, mais à une date et une heure précises qui correspondaient à la position optimale de la Terre par rapport au vaisseau caché. L'analyse mathématique a montré que la séquence se terminerait lorsque la Terre atteindrait un point d'alignement parfait, qui ne se produisait qu'une fois tous les 26 000 ans, soit la même période que le cycle de précession axiale de la Terre. Un rythme cosmique qui régissait l'orientation de la planète dans l'espace avant même l'apparition de la vie complexe. Le docteur Amanda Foster a été sollicité pour étudier les liens potentiels entre le compte à rebours et le développement historique de l'humanité. Ces recherches ont révélé des corrélations qui remettaient en question toutes les hypothèses sur l'évolution culturelle de l'homme et le développement de la civilisation sur Terre. Chaque grand bond en avant dans le développement humain a coïncidé avec des périodes où l'orbite de la Terre l'amenait à s'aligner de manière spécifique avec la position du vaisseau, explique Foster. Ces notes de recherche sont réparties sur plusieurs tableaux, recouverts de frises chronologiques, de calculs astronomiques et de corrélations historiques qui brossent le tableau d'une évolution dirigée s'étendant sur des millénaires. Le développement de l'agriculture, l'apparition des premières villes, l'invention des systèmes d'écriture, les grandes avancées technologiques, voire certains événements culturels spécifiques, tout cela s'est produit lorsque la Terre s'est déplacée vers des positions optimisant la connexion avec l'objet caché. Les conséquences ont été stupéfiantes et ont fondamentalement changé la compréhension que l'humanité avait de sa propre histoire. La civilisation humaine ne s'est pas développée uniquement grâce au hasard et à la sélection naturelle.
Elle a été guidée, influencée, voire contrôlée par des esprits qui ont observé et manipulé le développement de la Terre pendant des milliers d'années. Ils ont traité le progrès humain comme un jardin soigneusement entretenu. Les textes anciens ont pris un sens nouveau et effrayant lorsqu'ils ont été examinés à travers ce prisme de manipulation extérieure. Les descriptions égyptiennes de la barque solaire de Ra, qui reviendra lorsque l'humanité aura acquis la capacité de toucher le ciel, n'étaient modo pas de la mythologie ou du symbolisme religieux. Il s'agissait de récits historiques de contact avec le vaisseau, d'instructions laissées par les générations précédentes qui avaient y fait l'expérience d'une communication directe avec une intelligence cachée. Les tablettes sumériennes décrivant le char céleste d'Anu, qui observait depuis les bras du Soleil, contiennent des détails techniques sur la mécanique orbitale que les astronomes sumériens n'auraient même pas pu comprendre sans un enseignement extérieur. La précision mathématique de leurs calculs astronomiques, auparavant attribuée à une remarquable perspicacité humaine, semblait désormais être le résultat d'un enseignement direct dispensé par les occupants du vaisseau. Les connaissances incroyablement précises du peuple Dogon sur la mécanique stellaire, y compris les détails sur les systèmes stellaires invisibles à l'œil nu et les périodes orbitales qui ne seront confirmées par la science humaine que plusieurs siècles plus tard, suggéraient que ces informations leur avaient donc été transmises directement par les occupants du vaisseau. Leurs traditions orales décrivaient des enseignants venus d'un vaisseau caché par le Soleil, partageant des connaissances qui guideraient le développement de l'humanité jusqu'à ce que l'espèce soit prête pour la prochaine phase de contact. Nous avons trouvé des références dans toutes les grandes civilisations qui ont développé des connaissances astronomiques, poursuit Foster, sa voix devenant de plus en plus tendue lorsqu'elle décrit les découvertes qui ont réécrit l'histoire de l'humanité. Textes chinois décrivant des rois dragons qui vivaient de derrière le soleil et reviendraient lorsque l'humanité serait capable d'observer leur domaine. Des calendriers bons mayas, incluant des cycles astronomiques qu'ils ne pouvaient pas calculer indépendamment, prédisant le retour des dieux du royaume solaire. Les écrits hindous décrivant les Vimanas, voyageant entre les mondes en utilisant les voies solaires et transportant des êtres qui guidaient le développement des civilisations terrestres. Chaque culture qui observait les étoiles avait une version différente de la même histoire. Des êtres provenant d'un vaisseau caché par le soleil qui guidaient dans le développement de l'humanité par une intervention prudente, laissant derrière eux des connaissances et des instructions qui prépareraient l'humanité à un contact final. La cohérence entre les différents continents et les différentes périodes suggérait un programme coordonné de manipulation culturelle s'étendant sur des milliers d'années. Le 18 septembre, la réaction du vaisseau à la décryptage réussi du docteur Illich a été instantanée, infaillible et a démontré des capacités qui rendaient les technologies humaines primitives en comparaison. Les émissions énergétiques ont augmenté de 300% en quelques minutes après la percée dans le décryptage. Et pour la première fois depuis le début des observations, des sections de la structure massive ont commencé à montrer des signes d'activité interne, suggérant un réveil d'un état de sommeil qui aurait pu durer des millénaires. Les caméras thermiques ont détecté des signatures thermiques se déplaçant dans les couloirs qui semblaient vides et sans vie depuis des semaines. Les schémas de mouvement suggéraient une intelligence et un objectif, les traces thermiques suivant des chemins logiques à travers l'architecture interne du vaisseau. Quoique dormait à l'intérieur de cette structure massive, cela commençait à bouger, activé par la démonstration par l'humanité qu'elle avait atteint les capacités technologiques et intellectuelles nécessaires pour détecter et décoder des messages provenant de l'extérieur de la Terre.
Les chambres contenant les capsules, endormies depuis la dernière transmission de la sonde, ont commencé à montrer des signes d'activation systématique. Les réseaux bioluminescents, qui pulsaient faiblement, ont commencé à briller avec une fréquence et une intensité croissantes, créant des motifs lumineux visibles même à travers la coque, absorbant l'énergie du vaisseau. Plusieurs capsules ont montré des signatures thermiques correspondant à des occupants passant par un certain processus d'éveil, suggérant que, quels que soient les échantillons contenus dans le vaisseau, ils étaient préparés à l'activité. Les changements les plus inquiétants concernaient les schémas de transmission du vaisseau, qui étaient devenus plus fréquents, plus complexes, et commençaient à inclure de nouveaux éléments, suggérant une préparation à une communication active, plutôt qu'à une observation passive. Les signaux ont commencé à inclure ce qui semblait être des cartes stellaires, des diagrammes de mécanique orbitale, des preuves de mathématiques qui semblaient avoir été conçues pour l'enseignement plutôt que pour simplement surveiller les progrès technologiques de la Terre. Le vaisseau ne cachait plus sa présence et ne se contentait plus d'une observation passive, explique Corin, la voix lourde du poids de la compréhension qui le hantera pour le reste de ses jours sur Terre. Il a attendu que nous prouvions que nous pouvions détecter et déchiffrer ces messages, observant pendant des millénaires, jusqu'à ce que nous démontrions les capacités intellectuelles et technologiques nécessaires pour passer à la phase suivante du contact. Notre succès a déclenché un protocole qui sommeillait peut-être depuis des milliers d'années. Nous avons passé un test dont nous n'avions même pas connaissance, et nous allions maintenant découvrir ce que nous avions gagné. Les observatoires solaires ont détecté des changements subtils mais mesurables dans les lignes du champ magnétique du Soleil, qui remettaient en question tous les modèles de physique stellaire développés par la science humaine. Ces changements étaient trop précis et coordonnés pour être des phénomènes naturels, ce qui suggérait que le vaisseau disposait d'une technologie capable de manipuler les champs magnétiques stellaires à des fins qui restaient inconnues, mais qui étaient manifestement la préparation de quelque chose qui allait affecter l'ensemble du système solaire. Les coupures de communication sont devenues plus fréquentes, les agences gouvernementales s'efforçant de contenir les informations sur l'activité croissante du vaisseau. Les radioamateurs ont signalé d'étranges interférences qui semblaient transporter des informations structurées, créant des canaux de communication entre des opérateurs séparés par des milliers de kilomètres. Malgré l'utilisation d'équipements qui n'étaient même pas censés être capables d'une transmission aussi longue distance, les systèmes de communication par satellite subissaient donc des pannes coordonnées qui suivaient le même calendrier que le programme de transmission du vaisseau, laissant supposer que toute l'infrastructure de communication terrestre était testée ou préparée pour être intégrée à des systèmes dépassant l'entendement humain. Le soir du 20 septembre, le poids du secret était devenu insupportable pour le docteur Corin. Une pression psychologique écrasante qui envahissait ses rêves et le suivait à chaque instant de veille. 3 semaines d'insomnie, des visions récurrentes qui semblaient plus réelles que ses propres souvenirs et la certitude grandissante que l'humanité approchait d'un seuil qui allait tout changer, l'ont poussé au-delà du point de non-retour, où sa sécurité personnelle importait moins que la survie de l'espèce. La conférence de presse prévue sur le temps ensoleillé offrait l'occasion idéale de révéler la vérité à un public mondial de scientifiques et de chercheurs qui méritaient de savoir ce qui attendait leur monde. La conférence était un événement régulier, une mise à jour de routine à laquelle la plupart des participants se joignaient tout en vaquant à d'autres occupations, ce qui en faisait une couverture idéale pour la révélation la plus importante de l'histoire de l'humanité. J'ai pris ma décision ce matin-là en regardant mon reflet dans le miroir de la salle de bain et en voyant un inconnu me regarder en retour, explique Corin,
les mains tremblantes lorsqu'il se remémore le moment où il a choisi le droit de l'humanité, à savoir plutôt que sa propre sécurité. La réunion était prévue à 20h00, heure d'Europe centrale, avec des participants provenant d'observatoires du monde entier, connectés depuis leurs institutions. J'avais accès à toutes les données confidentielles, à toutes les preuves que nous avions accumulées au cours des 3 semaines d'enquête, et j'étais de plus en plus convaincu que, quoi qu'il arrive, cela arriverait, que l'humanité soit prête ou non. La réunion a commencé normalement, avec les rapports habituels sur l'activité des éruptions solaires et les observations du champ magnétique qui masquaient la situation extraordinaire qui se développait derrière le Soleil. Corin a attendu jusqu'à la 37e minute de la présentation, sachant que la plupart des participants seraient concentrés sur la discussion, mais ne penseraient pas encore à mettre fin à la conférence pour retourner à leurs activités du soir. Il a alors lancé la démonstration et commencé à montrer des images et des données secrètes prouvant l'existence d'un vaisseau massif caché derrière l'étoile mère de l'humanité. « Mesdames et messieurs, a-t-il déclaré à un public stupéfait, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers et nous ne l'avons jamais été. Il y a 3 semaines, nous avons découvert une structure artificielle massive cachée derrière notre Soleil. Un vaisseau plus grand que n'importe quel corps céleste, connu dans le système solaire interne. Il se trouve là depuis une période indéterminée, peut-être depuis que la civilisation humaine a commencé à observer notre développement et attend que nous atteignions les capacités technologiques nécessaires pour détecter sa présence. La réaction a été un chaos instantané qui a failli faire s'effondrer le système de communication. Les participants des observatoires du monde entier ont commencé à poser des questions simultanément, tandis que les représentants du gouvernement de plusieurs endroits ont commencé à tenter fébrilement d'interrompre leur connexion ou de couper l'électricité dans leurs installations. Corinne a poursuivi sa présentation, montrant les transmissions déchiffrées, les preuves du développement dirigé de l'humanité et les implications pour l'avenir de l'humanité, avec le calme et la détermination d'un homme qui a déjà accepté les conséquences de ses actes. Le message que nous avons décrypté est simple, direct, et change tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers, a-t-il poursuivi, ignorant les tentatives de plus en plus désespérées des différentes agences pour interrompre sa connexion. Nous sommes les semeurs. Votre soleil était notre phare. Vous êtes désormais à notre portée. Il a expliqué les preuves, suggérant que le développement de l'humanité a été guidé et manipulé par les habitants du vaisseau pendant des millénaires. La corrélation entre les grandes avancées technologiques et l'alignement orbital de la Terre avec un objet caché, ainsi que les effets biologiques démontrant la capacité du vaisseau à influencer la vie sur Terre par des moyens qui dépassaient la compréhension scientifique humaine. Nous avons supposé que nous avions évolué par sélection naturelle et par hasard, développant notre intelligence et nos technologies par le biais des processus normaux de l'évolution biologique et culturelle, a déclaré Corin, sa voix s'intensifiant lorsqu'il a compris que cela pourrait être le seul avertissement donné à l'humanité avant que tout ne change à jamais. Nous avions tort, nous avons été cultivés comme une récolte dans un champ, guidés et façonnés par des jardiniers qui sont restés cachés jusqu'à ce que nous développions la capacité de détecter leur présence. La question était maintenant de savoir si nous sommes prêts pour la moisson et ce que cette moisson signifie pour la survie de notre espèce. La réunion s'est poursuivie pendant 17 minutes, pendant lesquelles Corin a présenté des preuves qui ont réécrit l'histoire de l'humanité, révélé la véritable nature de la place de la Terre dans l'univers, bien plus contrôlée que quiconque aurait pu l'imaginer, et préparer son espèce à entrer en contact
avec l'intelligence qui a manipulé l'évolution de l'homme depuis la nuit des temps. Les agences gouvernementales réussirent à couper les connexions les unes après les autres, mais le mal était fait. Les enregistrements de la révélation de Corin se propageaient déjà sur les réseaux scientifiques, étaient téléchargés sur des serveurs sécurisés et transmis à des collègues du monde entier. Le 20 septembre, à 23h23, la réaction du vaisseau à la révélation de Corin a dépassé tous les pires scénarios que les groupes de recherche avaient élaborés au cours de semaines d'analyses secrètes. Les radiotélescopes du monde entier ont enregistré un pic de puissance provenant de l'objet caché, visible simultanément dans plusieurs bandes de fréquences. Il s'agissait d'un rejet d'énergie équivalent à une éruption solaire modérée, mais dirigée et contrôlée avec une précision chirurgicale, et non avec la violence chaotique typique des phénomènes stellaires naturels. Pour la première fois depuis le début des observations, et peut-être pour la première fois depuis des millénaires, la structure massive a commencé à se déplacer avec une intention délibérée, démontrant des systèmes de propulsion inaccessibles à la compréhension humaine. La rotation, qui était à peine perceptible pendant des jours de mesures minutieuses, s'est accélérée jusqu'à atteindre une vitesse visible sur les équipements de surveillance en temps réel. L'énorme masse du vaisseau tournait lentement mais sûrement comme une planète changeant son orientation dans l'espace. Le mouvement a amené les ouvertures qui étaient inoffensivement dirigées à l'opposé de la Terre, en alignement direct avec le monde natal de l'humanité. Ces ouvertures si massives pouvaient y servir de hublots, de systèmes de communication ou d'armement, selon les intentions des occupants du vaisseau. La précision mécanique de la rotation suggérait la présence de systèmes de contrôle informatique capables de viser n'importe quel objet du système solaire avec une précision redoutable. La couronne solaire a commencé à se déstabiliser d'une manière qui contredit tous les modèles de physique stellaire développés par la science humaine au cours de siècles d'observation. Les lignes du champ magnétique se tordaient en configuration ressemblant à des motifs géométriques plutôt qu'à des enchevêtrements chaotiques, typiques de l'activité solaire naturelle. Les motifs étaient trop précis, trop organisés pour être le fruit du hasard, suggérant une manipulation externe des forces stellaires à l'aide d'une technologie qui traitait les étoiles comme des instruments contrôlables. L'activité des éruptions a augmenté de 400% dans les heures qui ont suivi le déplacement du vaisseau. Mais les éruptions suivaient le calendrier des transmissions du vaisseau avec une précision qui prouvait que le Soleil lui-même était utilisé comme partie intégrante du système de communication. Les tempêtes solaires, qui auraient dû être chaotiques et destructrices, suivaient au contraire des schémas organisés, suggérant que le vaisseau utilisait l'étoile mère de la Terre comme un énorme amplificateur. Un amplificateur, le Soleil lui-même répondait aux commandes du vaisseau, explique le Dr Price dans son message d'urgence depuis le centre spatial Goddard. Sa voix est à peine maîtrisée lorsqu'elle décrit les observations qui ont bouleversé la compréhension humaine de la mécanique stellaire. Quelle que soit la technologie dont ils disposaient, elle leur permettait de manipuler les champs magnétiques stellaires, transformant en fait notre Soleil en une antenne de diffusion contrôlable. Les conséquences dépassaient tout ce à quoi nous nous étions préparés. Ils n'utilisaient pas simplement des technologies de pointe. Ils manipulaient les forces fondamentales qui régissent le comportement des étoiles. Les observatoires solaires ont détecté des rayonnements se structurer provenant d'une activité de flash amplifiée, contenant les mêmes de progression mathématique que dans les transmissions directes du vaisseau. Le Soleil était utilisé comme un système de diffusion, envoyant des signaux qui pouvaient être détectés à des distances interstellaires et qui pouvaient atteindre des destinataires potentiels dans toute la galaxie. L'étoile mère de la Terre
était devenu un phare, annonçant que le programme d'ensemencement avait atteint son terme prédéterminé. La dernière transmission du vaisseau est arrivée exactement 3 heures après la révélation de Corin, calculée avec une précision qui suggère que les occupants du vaisseau surveillaient les communications humaines et comprenaient l'importance de la transmission pour la communauté scientifique terrestre. Tous les radiotélescopes de la Terre, des immenses réseaux d'Arecibo aux équipements amateurs installés dans les jardins des banlieues, ont reçu le même message au même moment. Le signal était si puissant qu'il a surchargé les équipements sensibles, créé des interférences audibles dans les systèmes de communication à travers le globe, et pouvait être entendu comme un bruit statique sur les récepteurs radio ordinaires réglés sur certaines fréquences. Le message était bref mais sans ambiguïté, transmis dans le même langage mathématique que le docteur Illich avait mis des semaines à déchiffrer. Phase 1 terminée. Protocole de récolte initié. Préparez-vous à l'intégration. Les stations sismiques de surveillance ont enregistré une activité tectonique coordonnée, car la Terre elle-même a commencé à résonner en réponse aux signaux du vaisseau, qui traversait la surface de la planète et atteignait son noyau en fusion. La résonance n'était pas une activité géologique aléatoire, mais suivait les mêmes de progression mathématique qui caractérisaient les transmissions du vaisseau comme si la planète était accordée, tel un instrument massif, se préparant à une sorte de symphonie cosmique. La moisson commence. Dans les heures qui ont suivi la dernière transmission, les conséquences de l'activation du vaisseau sont devenues impossibles à ignorer, à nier ou à expliquer par la compréhension scientifique traditionnelle. L'activité des aurores boréales s'est étendue bien au-delà des régions polaires, où le champ magnétique terrestre retenait habituellement ces phénomènes, créant des spectacles lumineux visibles à des latitudes où ils n'avaient jamais été observés dans l'histoire écrite. Les motifs des aurores n'étaient pas une beauté aléatoire, typique des tempêtes géomagnétiques naturelles, mais formaient des figures géométriques pulsant en parfaite synchronisation avec les transmissions du vaisseau caché. Les réseaux satellitaires ont subi des pannes coordonnées qui ne pouvaient être attribuées uniquement à l'activité solaire, malgré les explications officielles du gouvernement qui attribuaient ces perturbations à des perturbations électromagnétiques sans précédent mais naturelles. Les systèmes de positionnement global sont devenus peu fiables, car l'influence du vaisseau a affecté les repères fondamentaux utilisés pour la navigation, laissant les navires, les avions et les systèmes de navigation terrestre dépendant de technologies obsolètes depuis des décennies. Les satellites de communication ont découvert que leurs signaux étaient redirigés et amplifiés par une technologie inconnue, fonctionnant au-delà de la compréhension humaine, créant des canaux de communication couvrant des distances bien au-delà de leur capacité nominale. Les messages transmis entre les stations terrestres étaient relayés par des systèmes qui semblaient s'étendre à travers tout le système solaire, suggérant que l'infrastructure de communication de l'humanité avait été discrètement intégrée dans un réseau beaucoup plus vaste sans que personne ne s'en aperçoive. Les effets biologiques, qui se limitaient auparavant aux animaux dotés de systèmes de navigation magnétique sensibles, se sont étendus à toute la vie sur Terre, démontrant la capacité du vaisseau à influencer les processus biologiques par des moyens qui dépassent la compréhension scientifique actuelle. Les plantes ont commencé à présenter des modèles de croissance contraires aux connaissances botaniques accumulées au cours de siècles d'études. Elles te poussaient vers des points précis dans le ciel, indépendamment de la position du soleil ou des réactions phototropiques normales. Les fleurs s'ouvraient et se fermaient à l'unisson sur de vastes zones géographiques couvrant plusieurs continents, suivant des rythmes correspondant au calendrier des transmissions du vaisseau plutôt qu'au cycle circadien naturel
régie par la rotation de la Terre. Les jardins situés dans différents fuseaux horaires synchronisaient leur cycle de floraison, créant des manifestations coordonnées de beauté naturelle qui suggéraient un contrôle externe des processus biologiques. La physiologie humaine a commencé à montrer des changements subtils, mais mesurables, qui sont apparus dans les systèmes de surveillance médicale à travers le monde. Les modes de sommeil se sont synchronisés dans différents fuseaux horaires. Les gens du monde entier ont connu des cycles de rêve similaires, indépendamment de leur horaire local ou de leurs habitudes de sommeil habituelles. La synchronisation a transcendé les frontières culturelles et linguistiques, touchant des personnes qui n'avaient aucun contact entre elles et qui n'étaient pas au courant de ce phénomène mondial. Les schémas des ondes cérébrales, pendant ces périodes de sommeil synchronisées, ont montré une cohérence inhabituelle, qui ressemblait davantage à des systèmes informatiques en réseau qu'à la conscience humaine individuelle. Les résultats de l'EEG ont montré que des personnes séparées par des milliers de kilomètres présentaient une activité neuronale presque identique pendant leur sommeil, comme si de nombreux esprits étaient en déconnectés par un mécanisme inconnu, fonctionnant au-delà des limites de l'espace et du temps. Le vaisseau ne se contente pas de se révéler à l'humanité, explique Corin dans sa dernière déclaration enregistrée, faite dans une chambre d'hôtel à Genève, où il a passé sa dernière nuit sur Terre en tant qu'homme libre. Il entame un processus d'intégration auquel il se prépare depuis avant même le début de la civilisation humaine. Nous avons été cultivés, guidés et façonnés pour servir ces objectifs à des distances interstellaires. La moisson ne signifiait pas la destruction de l'humanité. Il s'agissait de récolter le produit final d'un projet d'ingénierie biologique et culturelle qui avait pris des millénaires à se réaliser. Les établissements médicaux du monde entier ont signalé un nombre croissant de personnes éprouvant ce qu'elles décrivaient comme des souvenirs de lieux où elles n'étaient jamais allées, des expériences qui semblaient plus réelles que leur vie réelle sur Terre. Les souvenirs étaient en cohérents chez différents sujets, indépendamment de leur origine culturelle, de leur niveau d'éducation ou de leurs convictions antérieures sur la vie extraterrestre. Ils décrivaient d'immenses salles remplies d'échantillons provenant de nombreux mondes, des bibliothèques contenant les connaissances accumulées par des civilisations galactiques et la présence écrasante d'une intelligence ancienne qui avait collecté et conservé la vie à travers la galaxie pendant des périodes couvrant des ères géologiques. Les témoignages les plus troublants provenaient de personnes affirmant se souvenir avoir été à bord du vaisseau à un titre quelconque, travaillant aux côtés de ses occupants à la catalogage et à la préservation d'espèces terrestres et d'autres mondes dans le cadre d'un projet de préservation spatiale couvrant de nombreux systèmes stellaires. Il ne s'agissait pas de rêves ou d'hallucinations causées par le stress ou l'influence des médias. Il s'agissait de souvenirs détaillés et cohérents d'une participation à des activités qui avaient duré des années, voire des décennies de temps subjectif, tandis que leur corps restait sur Terre, menant une vie humaine normale. Une nouvelle réalité. Le docteur Nathan Corin a disparu de sa chambre d'hôtel à Genève le 21 septembre vers 3h30 du matin. Il a disparu aux petites heures lorsque la conscience humaine fonctionne à son niveau le plus bas et que la réalité semble la plus malléable. Les images de vidéosurveillance le montrent sortant seul du bâtiment, marchant d'un pas décidé vers une voiture qui semblait vide pour les caméras, mais vers laquelle il s'est dirigé comme s'il allait retrouver de vieux amis. Ses mouvements étaient calmes et réfléchis, ne montrant aucun signe de contrainte ou de stress, ce qui suggère que son départ était volontaire et attendu. L'enregistrement s'interrompt lorsqu'il s'approche de la voiture, laissant place à 3 minutes de bruit statique. L'analyse technique a montré que le bruit contient des motifs structurés d'interférence,
correspondant aux signatures de transmission du vaisseau. Lorsque l'enregistrement reprend, il montre une rue vide, sans trace de Corin, ni de la voiture, comme si les deux s'étaient simplement évaporés dans la réalité. Des disparitions similaires se sont produites simultanément à travers le globe, coordonnées avec une précision démontrant des capacités d'observation et de planification dépassant l'entendement humain. Les scientifiques, les chercheurs et les personnes qui avaient démontré leur compréhension de la véritable nature du vaisseau ont disparu sans laisser de traces des sites sécurisés, des pièces verrouillées et des lieux sous surveillance constante. Dans chaque cas, les caméras de surveillance ont montré que les sujets quittaient leur poste de leur plein gré, souvent en semblant réagir à quelque chose d'invisible pour les systèmes de surveillance électronique. Le docteur Eliana Price a disparu de son laboratoire sécurisé au Goddard Space Flight Center, alors qu'elle était en détention préventive, passant devant des gardes armés, qui ont ensuite affirmé avoir reçu l'ordre de la laisser partir. Le docteur Pavel Illich a disparu d'un appartement conspiratif à Moscou, ne laissant derrière lui qu'une note manuscrite en plusieurs langues, disant « L'intégration a commencé. Ne pleurez pas pour nous. Nous partons pour achever le travail que nous avons commencé. » L'activité solaire reste à un niveau sans précédent et ses effets se font sentir dans tout le système solaire, laissant présager des changements fondamentaux dans les lois physiques qui régissent le comportement des étoiles. Pour la première fois dans l'histoire écrite, les missions d'observation de Mars ont enregistré des aurores polaires sur la planète rouge, des affichages lumineux massifs formant des motifs géométriques visibles à travers les télescopes depuis la Terre. Les champs magnétiques de la géante gazeuse Jupiter ont montré des oscillations coordonnées, suggérant une influence systémique des technologies capables de manipuler les magnétosphères planétaires aussi facilement que la science humaine règle les fréquences radio. Le vaisseau lui-même est devenu partiellement visible depuis la Terre, car ses émissions énergétiques ont augmenté et sa coque a commencé à réfléchir davantage le rayonnement solaire. Les astronomes amateurs équipés de filtres appropriés peuvent désormais observer un contour sombre qui apparaît et disparaît en fonction de la rotation du Soleil. Une silhouette massive qui éclipse tout corps céleste du système solaire interne. Les observatoires de professionnels restent soumis à des restrictions strictes en matière de communication, mais leur silence persistant en dit long sur ce que leurs instruments enregistrent chaque jour. Les transmissions radio depuis le vaisseau se poursuivent selon un calendrier régulier, devenant de plus en plus complexe et incluant des éléments suggérant la préparation d'opérations à grande échelle touchant non seulement la Terre, mais aussi l'ensemble du système solaire. Les transmissions comprennent désormais ce qui semble être des instructions ou des protocoles, comme si l'humanité était préparée à s'intégrer dans un système plus vaste, couvrant des distances interstellaires et fonctionnant selon des principes qui dépassent la compréhension humaine actuelle. L'analyse des protocoles transmis révèle des structures organisationnelles qui suggèrent que le vaisseau fait partie d'un réseau beaucoup plus vaste de vaisseaux similaires opérant dans toute la galaxie. Des références à d'autres systèmes stellaires, les calendriers de coordination couvrant plusieurs siècles et les discussions sur la répartition des ressources indiquent que la situation sur Terre n'est pas unique. Des opérations similaires de semis et de récolte sont menées dans des mondes à travers toute la région galactique locale. Les semeurs se sont révélés, mais leur révélation n'était pas le début du contact. C'était l'annonce que le projet, qui s'étendait sur des périodes géologiques, avait atteint son terme prédéterminé. L'humanité n'a jamais été seule dans l'univers, n'a jamais été l'intelligence dominante dans son propre système solaire et n'a jamais été libre de se développer selon ses propres choix et préférences.
chaque progrès majeur de la civilisation humaine a été guidé par une intelligence qui est restée cachée jusqu'à ce que leur projet de culture soit prêt à être récolté. Ce qui reste inconnu, c'est si l'intégration au système galactique des semeurs représente une évolution ou une extinction pour la civilisation humaine telle qu'elle existe depuis des milliers d'années. Le vaisseau poursuit sa lente rotation. Son ouverture est désormais parfaitement alignée avec l'orbite de la Terre, et sa transmission suggère que la prochaine phase de contact commencera lorsque la Terre atteindra l'alignement optimal sur son orbite autour du Soleil, alignement qui se produira dans environ 72 heures. Le protocole de la moisson a été initié par une intelligence qui considère la civilisation humaine comme l'aboutissement réussi d'un projet de culture qui a duré des millénaires. Les jardiniers qui ont façonné le développement de l'humanité dans l'ombre sont prêts à récolter ce qu'ils ont mis des ères géologiques à créer. L'humanité est sur le point de découvrir son véritable but, dans un univers unifié, bien plus étrange, plus contrôlé et plus terrifiant que quiconque aurait pu l'imaginer. Le vaisseau derrière le Soleil pulse avec une activité croissante. Son immense carcasse se prépare à des opérations qui transformeront non seulement la civilisation humaine, mais aussi tout le système solaire. La Terre se rapproche de son rendez-vous avec le destin, portant en elle une espèce qui a enfin découvert la vérité sur son origine et son but. Nous n'aurions jamais dû hériter des étoiles. Nous avons été créés pour servir ceux qui les possèdent déjà. L'intégration commence. Dans 72 heures, les semeurs rentrent l'eau chez eux, et l'enfance de l'humanité en tant qu'espèce libre est sur le point de prendre fin pour toujours.